Les parents de mon copain ont absolument tenu à me faire visiter la chambre du bébé, puis ils m'y ont enfermée. J'étais enceinte de 3 mois et je rencontrais enfin sa famille pour la toute première fois. Ils vivaient à environ 4 heures de route, ce qui expliquait pourquoi on avait mis autant de temps à se rencontrer. À peine arrivée sur le pas de leur porte, sa mère l'a ouverte avant même que j'aie eu le temps de sonner ou de frapper, et sans aucun préambule, elle a posé ses mains sur mon ventre sans me demander la moindre permission. « Oh là là, regarde-moi ça, notre futur petit enfant !» Son père a suivi avec un sourire qui n'en finissait pas et m'a fait entrer avec toutes les précautions du monde, comme si j'étais en cristal. Ils m'ont installée dans un fauteuil bien désigné et sa mère m'a tout de suite apporté un verre d'eau et une assiette de petites choses à grignoter. « Il faut surtout que tu restes bien hydraté. Tu prends tes vitamines, j'espère ? Qu'est-ce que t'a dit le médecin pour le faire ?» J'essayais de répondre, mais elle me bombardait de questions, sans me laisser le temps de reprendre mon souffle. Son père, de son côté, voulait savoir si j'avais bien fait tous mes rendez-vous médicaux. Il n'a pas caché sa frustration quand j'ai répondu que je n'en avais eu que 2 pour l'instant. 2 seulement ? Il faudrait y aller chaque semaine, voyons. Il faut surveiller que tout se passe comme il faut. Mon copain, lui, hochait la tête comme si tout ça était dans l'ordre des choses. Au moment du repas, sa mère ne m'a pas quitté des yeux, surveillant chaque bouchée. « Il te faudrait un peu plus de protéines. Tu sais, c'est crucial pour le cerveau du bébé. » Elle m'a ajouté du poulet sans même tenir compte du fait que je lui avais dit ne plus avoir faim. Quant à son père, il s'est lancé dans des questions bien trop personnelles sur les antécédents médicaux de ma famille, franchement indiscrètes pour une première rencontre. Après le dîner, sa mère s'est relevée d'un bond et a tapé dans ses mains, tout excitée. « On a quelque chose de très spécial à te montrer. On a préparé la chambre parfaite pour toi et le bébé. » Ils m'ont guidée vers une porte que je prenais pour un simple placard, mais qui dissimulait en réalité un escalier menant à la cave. Je les ai suivis, m'attendant à découvrir une chambre d'enfant joliment décorée. Mais en bas, j'ai découvert un espace étrange, aménagé avec un lit, une place, un mini-frigo, une minuscule salle de bain et une fenêtre presque inaccessible, barrée de fer. Près du lit, c'était l'attirail médical, un moniteur cardiaque pour le bébé, une perfusion prête à servir. Sa mère m'a montré la pièce d'un geste circulaire, pleine de fierté. « Ici, tu vas pouvoir rester toute la grossesse. On pourra enfin te surveiller vraiment et veiller sur notre futur petit enfant. » J'ai cru qu'elle plaisantait. J'ai éclaté de rire. Personne n'a suivi. J'ai cherché du regard mon copain. Il avait le regard rivé au sol. « Je ne vais quand même pas rester enfermée ici. J'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai ma vie. » Son père s'est interposé devant l'escalier. « On a déjà prévenu ton travail. Tu es en arrêt maladie à cause de la grossesse. Ton copain les a appelés hier. » J'ai senti mon estomac se serrer d'un coup. J'ai lancé un regard affolé à mon copain. « De quoi il parle ?» Il a enfin levé les yeux vers moi. « Ils veulent juste t'aider. Tu es tellement stressée. Tu ne manges pas bien, tu rates des rendez-vous. » Là, j'ai haussé le ton. Je leur ai dit que tout ça était complètement fou, que je devais partir. Sa mère m'a attrapé les mains. « Ma chérie, tu ne prends pas cette grossesse assez au sérieux. Tu sais tous les risques qu'il peut y avoir. Ici, on a des règles. C'est pour assurer ta sécurité et celle du bébé. Pas de téléphone, c'est mauvais avec les ondes. Pas d'internet. Les réseaux sociaux sont trop anxiogènes. Ça ne convient pas à une future maman. On surveille les repas pour être sûr que tout est équilibré. Un suivi médical quotidien, pas de visiteurs pour éviter les microbes. » J'ai réussi à lui échapper et j'ai essayé de passer devant son père. Mais il m'a bloqué par les épaules. « Ne complique pas tout. On fait ça parce qu'on aime ce bébé. » Je l'ai repoussé brutalement. J'ai tenté de remonter l'escalier, mais mon copain s'est mis en travers. Je me suis mise à hurler qu'il devait me laisser passer. Il se contentait de répéter « Calme-toi ». Sa mère, derrière moi, ajoutait d'une voix posée « Les hormones du stress, c'est mauvais pour le bébé. Il faut respirer calmement. » Ils m'ont physiquement poussé dans la pièce, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience des détails. La porte était équipée d'un verrou massif à l'extérieur, les murs capitonnés, une caméra plantée dans un coin du plafond. Ce n'était pas une chambre, mais une cellule. La fenêtre était trop petite et trop haute pour espérer s'enfuir. Sa mère a ouvert le mini-frigo, m'a montré les rangées de plats préparés, bien étiquetés. On t'apportera à manger 3 fois par jour. Le médecin viendra chaque semaine vérifier que tout va bien. Tu ne manqueras de rien, et le bébé non plus. J'étais en larmes. Je les ai suppliés de me laisser sortir. J'ai dit à mon copain que j'appellerais la police dès que j'en aurais la chance. Il m'a regardé avec un calme glaçant. Personne ne te croira. On dira simplement que tu fais une crise à cause des hormones et qu'on t'aide, le temps que tu retrouves tes esprits. Sa mère a approuvé. On a fait la même chose avec le frère de ton copain et sa femme il y a 5 ans. Elle a résisté au début, elle aussi, puis elle a compris. Leur bébé était en parfaite santé. J'en avais la nausée. Ils ont tous reculé dans l'escalier. J'ai foncé, mais son père m'a repoussé brutalement et je suis tombée sur le lit, tandis que sa mère me lançait un baiser depuis la porte. « Repose-toi, ma chérie. Tu vas avoir besoin d'énergie. On est tous si heureux de pouvoir prendre soin de toi. » La porte s'est refermée. J'ai entendu le verrou claquer dans tout le sous-sol. J'ai précipité sur la porte, serré la poignée
tirer de toutes mes forces, rien. Le verrou était du genre industriel, inattaquable. J'ai frappé la porte de toutes mes forces jusqu'à en avoir les poings endoloris, cherché un point faible le long des bords, mais la porte en métal s'emboîtait parfaitement, pas la moindre faille. Je n'avais rien sous la main pour forcer. J'ai attrapé la chaise près du lit, l'ai jetée contre la poignée, la chaise s'est cassée, la poignée n'a pas bougé d'un poil. Les mains tremblantes, la gorge en feu à force d'avoir crié, je continuais malgré tout. J'ai donné des coups de pied jusqu'à avoir mal, mais la caméra dans le coin, son voyant rouge allumé, ne me lâchait pas. Ils étaient sûrement à l'étage, à m'observer, satisfaits d'eux-mêmes. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, j'ai levé les yeux vers la minuscule fenêtre. C'était ma seule échappatoire. J'ai ramassé les morceaux de chaise pour m'aider à me relever. En m'approchant, j'ai bien vu que la fenêtre était encore plus minuscule que je ne l'imaginais, avec un verre épais traversé d'un treillis de fer. J'ai eu beau pousser, rien à faire. Les barreaux étaient soudés dans le béton et profondément ancrés de chaque côté. Même en brisant la vitre, je n'aurais jamais pu passer. L'ouverture faisait à peine 30 cm. Impossible, même en m'y tordant. J'ai collé mon front contre la vitre et jeté un coup d'œil dehors. Au-dessus du puits de lumière, une grille métallique verrouillée par un gros cadenas me barrait toute sortie. J'étais coincée. Mes jambes tremblaient. Je suis redescendue tant bien que mal. En heurtant les morceaux de chaise du pied, ils se sont éparpillés partout. J'ai alors fait quelques pas vers le mini-frigo, parce que j'avais besoin de voir ce qu'ils avaient en prévu pour moi. Quand je l'ai ouvert, la lumière s'est allumée et j'ai découvert des rangées de boîtes en plastique empilées avec soin sur chaque étagère. Chacune portait une étiquette écrite de la main de sa mère. Petit déjeuner du lundi, déjeuner du lundi, dîner du lundi, et ainsi de suite, sur des semaines entières. J'en ai pris une et j'ai remarqué sous la date toutes les valeurs nutritionnelles notées impeccablement. Protéines, glucides, lipides, vitamine C. Elle avait prévu chaque repas comme si j'étais une expérience en laboratoire. Sur l'étagère du bas, il y avait un organiseur plein de vitamines prénatales, marqué au jour de la semaine, des bouteilles d'eau alignées au millimètre et des briques de jus avec leur paille déjà fixée. Tout était ordonné comme dans le cartable d'un écolier. Ça m'a coupé l'appétit, j'ai remis la boîte et fermé la porte. La salle de bain n'offrait rien de mieux. Aucun miroir nulle part, donc impossible de casser quoi que ce soit pour me défendre ou fabriquer un outil. L'armoire à pharmacie était vide à part du papier toilette et du savon. Rien de coupant ni de métallique. Même le rouleau de papier toilette était encastré dans le mur. Impossible de le démonter. J'ai essayé la douche, mais peu importait la direction, il ne coulait qu'un filet d'eau tiède et sans pression, comme si tout était limité par sécurité. Ils avaient tout prévu. Les toilettes étaient le seul endroit solide, mais elles étaient scellées dans le sol. Je me suis laissée tomber au bord du lit, la tête entre les mains, à bout de ressources. Toutes les sorties étaient bloquées. Le temps a passé, long, jusqu'à ce que des bruits de pas résonnent dans l'escalier. La serrure a tourné et mon copain est entré avec un plateau sans me regarder. Il a déposé le plateau sur la table et a filé sans un mot. J'ai pris sur moi pour ne pas exploser. J'ai demandé, en essayant de ne pas crier, comment il pouvait croire que tout cela était normal. Il a brièvement croisé mon regard sans s'y attarder, puis il a lâché que ses parents ne faisaient ça que pour le bien du bébé, pour qu'il n'arrive aucun malheur. Son ton était plat, mécanique. On aurait dit qu'il répétait un texte appris par cœur. Je lui ai dit que c'était de la séquestration, de la maltraitance, que c'était complètement insensé. Il s'est contenté de secouer la tête, affirmant que je ne réalisais pas à quel point une grossesse pouvait être risquée. Puis il est ressorti, refermant la porte à clé derrière lui. J'ai regardé le plateau et j'ai senti mes nerfs lâcher. J'ai saisi l'assiette et je l'ai balancée de toutes mes forces contre le mur, éclaboussant la nourriture partout, et l'assiette s'est brisée. Je hurlais que je voulais sortir, tout de suite. J'ai attrapé la tasse, je l'ai jetée à son tour, puis j'ai martelé la porte en criant pour qu'on me libère. La voix de mon copain m'a répondu de l'autre côté. « Si tu ne manges pas, c'est le bébé qui subira. » Il m'a prévenu que s'il le fallait, ils appelleraient un médecin pour m'alimenter de force. Toujours ce ton calme, factuel, glaçant. Je l'ai écouté s'éloigner dans l'escalier. Alors je me suis laissée glisser au sol, au milieu des débris de vaisselle et des restes de nourriture. Je tremblais. Impossible de trouver le sommeil cette nuit-là, allongée, les yeux fixés au plafond, à guetter chaque bruit au-dessus de moi. Toutes les demi-heures, parfois plus souvent, des pas réguliers résonnaient d'un bout à l'autre de la pièce au-dessus. Au début, je croyais que c'était quelqu'un qui avait du mal à dormir. Puis, à force, j'ai compris qu'il se relayait pour regarder la caméra. Toujours quelqu'un éveillé pour me surveiller. Ses va-et-vient rythmèrent la nuit comme un métronome. Je les comptais pour ne pas sombrer. Quand l'aube a percé la petite fenêtre, j'avais recensé plus de 40 allers-retours au-dessus de ma tête. Le matin venu, quelqu'un est descendu. Sa mère a déverrouillé la porte, est entrée avec un nouveau plateau, le sourire aux lèvres comme si de rien n'était. Elle a remarqué la nourriture séchée et les morceaux d'assiette au sol, a plaisanté d'un ton léger sur ma façon de redécorer la pièce.
Elle a posé le plateau, m'a dit qu'elle me donnerait de quoi nettoyer après le petit déjeuner, comme si j'étais invitée et non prisonnière à la cave. Je me suis contentée de l'observer en silence. Elle m'a tapoté l'épaule. « Mange, il faut des forces pour le bébé. » Puis elle est repartie, refermant la porte à clé. J'ai tenté une autre approche lors de sa visite suivante avec le matériel de ménage. J'ai gardé mon calme et je lui ai demandé ce qu'elle espérait vraiment en agissant ainsi, lui rappelant qu'il s'agissait d'un enlèvement et qu'elle finirait en prison. Elle a posé son seau et son balai, s'est approchée, m'a pris la main et l'a caressée doucement comme on le ferait avec un enfant perdu, avant de m'assurer que toutes mes peurs s'envoleraient une fois le bébé venu au monde. D'après elle, je finirais par comprendre, comme les autres avant moi. Elle avait un ton tellement bienveillant, tellement convaincue d'être dans son bon droit, que ça me glaçait le sang. Elle croyait vraiment m'aider. J'ai retiré ma main, elle m'a simplement adressé un sourire. « Tu nettoieras quand tu seras prête. » Puis elle a remonté les escaliers en chantonnant. Ce jour-là, un peu plus tard, j'ai entendu plusieurs personnes descendre. Sa mère a ouvert la porte la première. Derrière elle, un homme transportait du matériel médical. Elle me l'a présenté, le docteur Wallace, venu pour ce qu'ils appelaient à mon premier vrai rendez-vous de grossesse. Je l'avais déjà aperçu sur des photos de leur paroisse. Sans un mot, il a commencé à installer un appareil d'échographie portable sur la table, pendant que sa mère parlait d'un ton grave de l'importance de surveiller le développement du bébé. Je me suis réfugiée dans un coin, le plus loin possible d'eux, et j'ai lancé « Personne n'a le droit de me toucher ». Le docteur Wallace n'a même pas relevé la tête, imperturbable, continuant de préparer calmement ses instruments, comme si mes paroles étaient invisibles. Le sourire de sa mère s'est éteint, puis elle a appelé son mari à l'étage. J'ai entendu ses pas lourds descendre l'escalier et mon ventre s'est noué. La tension montait d'un cran. Son père a traversé la pièce sans mot dire et s'est dirigé droit vers moi. J'ai tenté de me replier encore, mais la pièce était trop exiguë. Il m'a attrapée par les bras, m'a plaquée sur le lit et a maintenu mes épaules avec tout son poids. Je me débattais de toutes mes forces, je donnais des coups de pied, mais il était bien trop costaud. Le docteur Wallace s'est approché avec son matériel, l'air de rien, comme pour une consultation ordinaire. Sa mère restait plantée près de la porte, les bras croisés, impassible. Je criais, je les suppliais d'arrêter, mais le père appuyait toujours plus fort, m'étouffant presque. Le médecin a relevé mon t-shirt sans prévenir, a tartiné mon ventre de gel glacé. Les larmes coulaient, je les implorais de me laisser tranquille, mais personne ne bronchait. Le docteur Wallace passait la sonde sur ma peau, rivé sur le petit écran posé sur la table, griffonnant parfois quelques notes dans son carnet entre deux allers-retours sur l'écran. Sa mère, dans un souffle, a demandé si tout semblait normal. Il a hoché la tête, toujours sans croiser nos regards. L'examen a sans doute duré à peine 10 minutes, mais j'ai eu l'impression de rester clouée des heures entières sous les mains du père enfoncées dans mes épaules. Quand le médecin a enfin reculé, son père m'a lâché d'un coup et je me suis recroquevillée, en sanglots, sur le côté du lit. Le docteur Wallace a nettoyé ses appareils avec minutie et les a remis dans sa mallette. Sa mère s'est approchée pour essayer de me caresser la tête, mais je me suis aussitôt dérobée. Le médecin leur a annoncé, d'un ton neutre, qu'au vu des mesures et des battements du cœur, le bébé allait bien. Mais il a ajouté que mon niveau de stress était inquiétant pour le développement du fœtus et qu'il faudrait surveiller cela de près, sinon, ça pourrait mal tourner. Sa mère a opiné avec vigueur, comme si cela venait confirmer toutes ses convictions. Elle a précisé au docteur que, justement, c'était pour ça qu'il fallait me garder calme et bien encadré ici, là où il pouvait tout contrôler. Le docteur Wallace a acquiescé et dit qu'il repasserait la semaine suivante. Ils ont tous quitté la pièce en verrouillant la porte derrière eux, me laissant en boule sur le lit, tremblante de la tête aux pieds. Les 2 jours qui ont suivi, je n'ai pratiquement pas bougé, à part pour filer aux toilettes ou grignoter ce qu'on me déposait. Mais je ne perdais rien de vue. Je passais la pièce au peigne fin, cherchant la moindre faille, le moindre détail exploitable. Les murs étaient capitonnés d'un matériau industriel épais, vissé directement sur le béton. J'ai essayé de tirer sur les bords, mais les vis étaient profondément enfoncées, aucune prise possible. Le lit était en métal, soudé puis boulonné au sol, impossible à déplacer. Le mini-frigo pesait 1 tonne et ne comportait aucune pièce amovible. Les éléments de la salle de bain étaient moulés d'un seul bloc, solidaire du mur. Même le dérouleur de papier toilette était encastré, pas un rebord tranchant. La minuscule fenêtre, grillagée, était scellée dans la fondation même, le verre renforcé d'un treillis métallique. La porte, en bois massif renforcé de métal, était verrouillée dehors par une serrure blindée. Je me suis mise à compter les boulons des murs rembourrés, à mesurer la pièce à petits pas, à chronométrer l'ensoleillement de la fenêtre. Je cherchais n'importe quoi qui pourrait m'être utile, mais tout semblait pensé pour empêcher toute fuite. Le 3e jour, j'ai remarqué un détail sur la caméra vissée dans l'angle du plafond. Son champ de vision couvrait presque tout, sauf une petite zone à droite de la porte de la salle de bain,
là où celle-ci touchait le mur. Si je me positionnais pile dos à cet endroit, mes mains disparaissaient de l'angle de la caméra, même si mon corps restait visible. L'espace ne faisait pas plus de 60 cm de large, mais c'était déjà une échappatoire. J'ai testé en passant mes mains hors de la vue de l'objectif tout en gardant l'œil dessus. Rien. L'encadrement de porte camouflait parfaitement mes gestes. J'ai enregistré ça dans un coin de ma tête et continué de tout observer. L'après-midi, sa mère m'a apporté des produits d'aménager, décrétant qu'il était temps de nettoyer la salle de bain. J'ai pris le seau et le vaporisateur, puis je suis allée là-dedans, la porte presque fermée. En frottant les toilettes, j'ai remarqué quelque chose sur le mur derrière. D'abord, j'ai cru à de la crasse, des éclats ou des traces, puis en regardant de plus près, j'ai compris. C'étaient des entailles, faites dans la peinture et le plâtre, organisées par groupes de 5 et barrées. Des bâtons pour compter les jours. Quelqu'un avant moi avait tenu le compte ici même. J'ai commencé à trembler en les énumérant. 10, 20, 50 jours. Les marques grimpaient le long du mur, continuaient derrière les tuyaux. J'ai dû me contorsionner pour toutes les voir. 100, 150, 200 jours. Puis elles s'arrêtaient net. Je me suis laissée tomber par terre, le souffle court, nauséeuse devant ces traces. Quelqu'un avait été enfermé ici plus de 200 jours. Sa mère avait dit avoir fait la même chose avec la femme de son frère, il y a 5 ans. C'était sûrement elle qui avait compté la durée de sa détention. J'ai repris le ménage, la tête en vrac. En glissant un peu le lit pour passer le balai dessous, j'ai repéré d'autres marques sur le sol. Cette fois, ce n'étaient pas des bâtons, mais des mots, gravés à même le bois, à l'endroit précis où repose toujours le cadre. Les lettres étaient grossières, irrégulières, taillées avec quelque chose de peu tranchant et en plusieurs fois. Je me suis mise à genoux, le visage presque plaqué au plancher, pour déchiffrer ce message griffonné. « Marilyn, si tu résistes, ils font du mal au bébé. » Les lettres tremblaient, désespérées. Chacune avait été reprise plusieurs fois dans l'espoir qu'on puisse la lire un jour. Je laissais glisser mes doigts sur les rainures, mesurant tout le labeur qu'il avait fallu pour inscrire cet avertissement. Marilyn, la femme du frère, celle dont la mère répétait qu'elle avait fini par s'acclimater et donner naissance à un bébé en pleine santé. Elle aussi avait séjourné ici, dans cette pièce, à graver des messages d'avertissement destinés à celle qui viendrait après elle. Cette nuit-là, j'ai entendu quelqu'un descendre l'escalier. Ce n'étaient pas les pas de ses parents. J'ai entendu la clé tourner, puis un homme plus jeune est apparu, un plateau repas à la main, sorte de version amincie de mon compagnon, mais avec le même nez et le même menton. Ce ne pouvait être que Gary, le frère. Il a déposé le plateau sur la table et s'apprêtait à repartir, mais j'ai pris la parole avant qu'il n'ait le temps de filer. D'une voix directe, je lui ai demandé ce qui était arrivé à Marilyn quand elle était là. Il s'est figé un instant, et j'ai vu une lueur passer dans ses yeux, avant qu'il se ressaisisse et revienne vers moi l'air fermé. Il m'a affirmé qu'elle allait très bien aujourd'hui et que leur fille était en parfaite santé, ajoutant que je devrais faire confiance au processus, comme elle avait fini par le faire. J'ai voulu savoir combien de temps il l'avait retenue enfermée ici. Il a haussé les épaules, déclarant que ça n'avait aucune importance, que seul comptait le bien du bébé, et que Marilyn avait fini par l'admettre. Puis il est reparti vite, verrouillant la porte derrière lui, mais sa réaction ne m'avait pas échappé quand j'avais évoqué son nom. Il savait très bien ce qui s'était passé ici. Alors j'ai compris qu'il fallait la jouer autrement. M'obstiner à m'opposer ne servait à rien. Je devais gagner du temps pour échafauder un vrai plan. Le lendemain matin, lorsque sa mère m'a apporté le petit déjeuner, j'ai tout avalé sans protester. J'ai pris sans discuter les vitamines qu'elle me tendait. J'ai bu toute l'eau du verre. Elle était surprise mais satisfaite. Les jours suivants, j'ai continué à accepter les repas, affichant un calme apparent. J'ai arrêté de crier à leur entrée. J'ai répondu à leurs questions sur ma santé. Sa mère s'est mise à sourire, m'adressant la parole presque comme à une amie, m'expliquant que l'acceptation était la première étape d'une grossesse réussie. Elle répétait que, dès que je cesserais de lutter contre la réalité, je verrais que tout cela était pour mon bien. Je hochais la tête en faisant mine d'être d'accord, tandis que mon esprit, lui, s'activait. Le docteur Wallace est revenu une semaine après pour un contrôle. Cette fois, je ne me suis pas débattue et je n'ai pas crié lorsque le père m'a rejointe avec lui. Je me suis assise calmement sur le lit, laissant le médecin faire son travail. J'ai même posé quelques questions sur le développement du bébé, sur les différentes mesures. Soulagé par mon attitude, le docteur Wallace s'est montré pour la première fois réellement disposé à répondre à certaines de mes interrogations. Il a passé moins de temps à me retenir, plus de temps à commenter ce qu'il voyait sur l'échographie. Je me suis concentrée sur leurs allées et venues. Le père déverrouillait la porte depuis l'extérieur et la maintenait ouverte pour laisser passer le médecin, qui déposait toujours sa mallette près de la porte avant d'installer son matériel sur la table. Le père ne quittait jamais le seuil, les yeux rivés sur moi. À la fin de l'examen, le docteur rangeait ses instruments, reprenait la mallette et sortait en premier, suivi du père, qui refermait la porte à clé derrière eux. Toujours la même routine, sans la moindre faille. Pourtant, ce jour-là, j'ai repéré un détail qui m'avait jusqu'à présent échappé. Quand le docteur a posé sa mallette près de la porte,
j'ai aperçu son téléphone qui dépassait de la poche latérale. Un smartphone assez récent, dans une coque noire, dont on voyait clairement la tranche depuis le lit. Il ne s'en est pas servi durant l'examen et n'y a même pas jeté un regard, le laissant dormir dans la mallette. Si seulement je pouvais m'en emparer une trentaine de secondes, je pourrais appeler à l'aide. Mais avec le père planté là à me surveiller comme le lait sur le feu, il me faudrait une diversion et réussir à détourner leur attention, ne serait-ce qu'un instant. Alors, tout en continuant à jouer la femme docile, j'ai secrètement élaboré un plan. Le lendemain matin, j'ai attendu que sa mère monte avec le petit déjeuner et au bruit des pas dans l'escalier, je me suis préparée. Je me suis recroquevillée sur le lit, j'ai mis sang suffisamment fort pour qu'elle m'entende derrière la porte. Le verrou a claqué et elle est entrée, plateau à la main. Elle s'est figée en me voyant, pliée en deux, les bras autour du ventre. J'ai forcé les larmes, pressant mon bas-ventre avec insistance, comme si j'avais vraiment mal. Elle a posé le plateau à la hâte, s'est avancée vers moi, sans pour autant manifester la panique que j'espérais. Son visage trahissait une certaine inquiétude, mais elle restait parfaitement calme. Je l'ai suppliée d'appeler une ambulance, en martelant que quelque chose n'allait pas, que la douleur empirait. Je faisais trembler ma voix, m'acharnant à paraître paniquée, désespérée, tout en me balançant sur le lit. Elle a sorti son portable, mais au lieu de composer le 15, elle a appelé quelqu'un d'autre. Le haut-parleur a retenti, et j'ai reconnu la voix du docteur Wallace. Sa mère lui a exposé mes symptômes sur un ton net et professionnel, restant toujours interposée entre la porte et moi. Elle lui a expliqué que j'avais très mal en bas du ventre, que j'étais extrêmement angoissée, lui demandant s'il pouvait venir m'examiner sans attendre. Il a promis d'arriver dans 20 minutes, et elle a raccroché. J'ai continué mon numéro, gémissant qu'il faudrait aller à l'hôpital tout de suite, et si jamais c'était grave. Elle s'est contentée de me tapoter l'épaule, murmurant que le médecin ne tarderait pas, et qu'il ne fallait pas s'alarmer inutilement. Ces 20 minutes m'ont paru interminables, recroquevillée à simuler la souffrance. Quand Dr Wallace est enfin arrivé, il était accompagné comme à l'accoutumée par le père. Le médecin m'a longuement examiné, a écouté le cœur du bébé, a palpé minutieusement mon ventre. Au bout d'un quart d'heure, il s'est redressé et rassura la mère. Tout était normal. Le cœur du bébé battait fort et régulièrement. Il s'agissait très probablement de petits maux habituels de la grossesse, amplifiés par le stress et l'angoisse. La mère le remercia, puis le raccompagna à l'étage, tandis que le père restait là, les bras croisés, un regard lourd de sous-entendu. Une fois tout ce monde parti, il s'est approché et, me lançant un regard entendu, m'a dit que c'était bien tenté, mais qu'il s'avère désormais que je cherchais encore à leur échapper. Il est remonté sans un mot et a verrouillé la porte. Le lendemain, son père est redescendu, les bras chargés d'outils et d'une échelle. Il a passé plus d'une heure à installer une seconde caméra dans l'angle opposé à la première, couvrant précisément le point mort que j'avais repéré près de la porte de la salle de bain. Je l'ai observé faire minutieusement ses réglages. Il a contrôlé les images des deux caméras sous tous les angles, convaincu désormais qu'il ne restait plus aucun coin hors de leur vue. Impossible de dissimuler quoi que ce soit, ni de tenter le moindre geste sans être vu. J'ai senti s'évanouir la dernière once d'intimité qui me restait. Une fois seule, j'ai parcouru la pièce du regard et j'ai pris conscience que le moindre de mes gestes serait désormais filmé et analysé. J'ai essayé de compter les jours passés ici, en me fiant au rythme des repas livrés et aux variations de la lumière à travers la petite fenêtre. L'éclat du jour changeait, me permettant de distinguer matin, après-midi et soirée. 3 repas marquaient une journée, alors je faisais de mon mieux pour garder le compte dans ma tête, faute de pouvoir tout consigner quelque part. Selon mes calculs, cela faisait près de 2 semaines que j'étais enfermée dans ce sous-sol. Personne au travail ne s'était inquiété de mon absence. Aucun voisin n'avait donné l'alerte. Ses parents avaient tout effacé, faisant croire à tout le monde que j'étais simplement partie en vacances, de mon plein gré. Soudain, la réalité de ma captivité m'a frappée en pleine face. Je pensais à mes collègues, me demandais s'ils croyaient à l'histoire fabriquée par ses parents, à mon propriétaire ou à mes voisins, et si l'un d'eux s'était au moins étonné de ne plus me voir. Quelques jours plus tard, mon petit ami est descendu. Cette fois, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé à la porte. Je me suis assise sur le lit, calmement, et je lui ai dit tout bas « Comment peux-tu me faire ça alors que tu dis m'aimer ?» Il a eu l'air déconcerté par mon calme, puis il s'est installé par terre, derrière la porte. Il a murmuré « Mes parents ont fait pareil avec Marilyn, quand elle était enceinte de ma nièce. Aujourd'hui, elle a une petite fille en parfaite santé et une famille heureuse. » Il a ajouté « Au début, ça paraît exagéré, mais mes parents savent s'y prendre. » Marilyn a fini par le comprendre, elle aussi. Je lui ai demandé s'il croyait vraiment à ce qu'il racontait ou s'il essayait juste de s'en persuader pour moins culpabiliser. Il n'a rien répondu, plongé dans ses pensées, les yeux rivés au sol. Alors j'ai voulu savoir ce qui était arrivé aux autres femmes avant Marilyn. Les traces sur les murs étaient bien plus anciennes qu'une seule grossesse. Son visage s'est fermé, il est devenu livide et s'est relevé d'un seul coup. « Tu es confuse, c'est juste le stress. Il n'y avait que Marilyn, personne d'autre. »
a-t-il lancé avant de se tourner pour partir. Je lui ai rappelé le dîner, mais il est remonté, refermant la porte à clé sans un mot et sans le plateau. Pourtant, sa réaction ne m'avait pas échappé. Je sentais qu'il mentait et que d'autres femmes étaient repassées par là avant moi. La question maintenant était de savoir ce qui leur était arrivé et pourquoi personne ne s'était jamais douté de rien. Cette nuit-là, j'ai entendu des voix qui montèrent du rez-de-chaussée. Son père, sa mère et lui se disputaient violemment. Leurs cris résonnaient jusqu'à la bouche d'aération. Je me suis approchée du mur, sous la petite fenêtre, pour mieux saisir leurs paroles. J'ai capté des bribes. Elles posent trop de questions. On aurait dû attendre plus longtemps, comme la dernière fois. Arrête de lui parler autant. Les éclats de voix ont duré plus d'1 heure. J'ai entendu sa mère éclater en sanglots, la voix de son père se faire dure, autoritaire, et celle de mon petit ami sonner tour à tour sur la défensive et tremblante de peur. Quand, enfin, la maison s'est tue, impossible de trouver le sommeil. Je tournais tout cela en boucle dans ma tête. Il était évident qu'ils avaient déjà eu recours à cette méthode, qu'un précédent avait mal tourné et que, cette fois, ils craignaient que je découvre trop vite leur secret. Au matin, c'est la mère de mon petit ami qui est venue. Elle n'avait plus rien de la femme aimable et chaleureuse d'avant. Elle s'exprimait avec une froideur clinique. Elle a posé le plateau du petit déjeuner et m'a annoncé qu'ils avaient décidé de changer la façon dont on s'occupait de moi. Dorénavant, mes interactions avec la famille seraient limitées. Je posais trop de questions et je générais du stress inutile. Seul le docteur Wallace assurerait les soins et les visites quotidiennes, tandis que mes repas seraient déposés via une trappe qu'il faisait installer à la porte. « C'est pour votre bien », m'a-t-elle dit d'un ton fermé, « pour que vous restiez calme et concentré sur la santé du bébé. » J'ai tenté de protester, mais elle m'a coupé d'un geste et a déclaré que la décision était irrévocable. Elle a emporté le plateau de la veille sans ajouter un mot. L'après-midi même, des ouvriers sont arrivés. Je les ai entendus monter l'escalier avec leurs outils. Son père est descendu le premier, planté dans l'embrasure pour me surveiller pendant que 2 hommes transportèrent leur matériel. Ils ont entrepris de découper la porte afin d'y installer une trappe métallique, juste au niveau du sol. J'ai essayé d'attirer leur attention, de leur demander de l'aide et de leur expliquer que j'étais retenue contre ma volonté. Mais ils n'ont rien répondu, aucun ne m'a regardé, et ils ont poursuivi leur travail comme si je n'existais pas. Son père n'a pas bougé, les surveillants sans me quitter des yeux. En une demi-heure, la trappe fonctionnait. Ils ont testé que les plateaux y passaient et ont rangé leurs affaires. Avant de partir, son père a lancé « La trappe ne s'ouvre que de l'extérieur, inutile d'espérer quoi que ce soit ». Une fois la porte refermée à clé, je me suis approchée pour examiner la nouveauté. Une ouverture juste assez large pour qu'on y glisse un plateau, protégé par un couvercle métallique à l'extérieur qu'ils pouvaient actionner à leur guise. Aussitôt, j'ai compris que ces ouvriers n'en étaient pas à leur coup d'essai. Ce dispositif avait déjà servi, sûrement pour celles qui avaient occupé cette chambre avant moi. La nouvelle routine s'est installée sans attendre. Désormais, je ne voyais le Dr Wallace qu'une fois par semaine, toujours sous le regard attentif de son père. 3 fois par jour, la trappe s'ouvrait et on me faisait passer un plateau repas, sans jamais laisser paraître la moindre présence humaine, ni entendre une seule voix. À peine avais-je saisi le plateau que la trappe se refermait, pour ne se rouvrir que plus tard, afin d'en récupérer le contenu vide. L'isolement était encore pire qu'avant, à l'époque où il venait régulièrement me confronter ou tenter de me convaincre que tout ça n'avait d'autre but que mon bien. Au moins alors, j'existais à leurs yeux, même si ce n'était que comme prisonnière. Cette fois, je n'avais plus droit qu'aux caméras impassibles, silencieuses, qui restaient braquées sur moi, et au plateau qui glissait, comme si on s'occupait du strict nécessaire d'un animal en cage. J'ai fini par me parler à voix haute, juste pour briser le silence, en commentant mes gestes ou en imaginant de faux dialogues à propos de ce que je pourrais tenter ensuite. Parfois, je me tournais vers le bébé, lui murmurant que je regrettais de l'avoir entraîné là-dedans, et lui jurant que je trouverais un moyen de nous sortir tous les deux. Les semaines passaient, j'avais les yeux rivés à la porte, n'attendant plus que la visite hebdomadaire du Dr Wallace. Toujours à l'heure, toujours la même routine. Sa mallette atterrissait au sol, placée avec une précision militaire à une 60aine de centimètres de moi. Il me tournait aussitôt le dos pour préparer l'échographie, sortait le gel, la sonde, ajustait l'écran. Ces quelques instants où il ne me voyait pas étaient devenus mon obsession. Je comptais mentalement les secondes jusqu'à ce qu'il se retourne. Le téléphone dépassait, bien en évidence, de la poche latérale de sa mallette en cuir marron. À chaque passage, il suffisait d'un instant d'inattention, si seulement j'étais assez rapide pour le saisir et le cacher, avant qu'il ne se rende compte de rien, j'aurais peut-être une chance de passer un appel une fois qu'il serait parti. Les caméras capteraient sans doute mon geste, mais si je ne traînais pas, le père n'aurait probablement pas le temps d'intervenir. Je savais très bien que c'était risqué, mais c'était mon seul espoir. Le reste du temps, les jours s'étiraient interminablement, rythmés par la répétition mécanique de mon plan, la main à utiliser, l'endroit où cacher le téléphone. Je me rejouais la scène en boucle, jusqu'à la maîtriser parfaitement en imagination. Quand le jour décisif est arrivé,
J'étais prête. Il est entré suivi de son père comme d'habitude, a posé sa mallette à l'endroit précis, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. Il m'a tourné le dos, prêt à lancer l'examen. J'ai bondi hors du lit, foncé vers la poche latérale. Mes doigts ont attrapé le téléphone, mais il s'est retourné bien plus vite que prévu. Il m'a saisi le poignet et l'a tordu brutalement, m'obligeant à lâcher l'appareil, qui a glissé dans la mallette. Il a continué à tordre jusqu'à ce que je crie de douleur et m'effondre à genoux. Sans un mot, il m'a immobilisé, fouillant de l'autre main sa poche et enclenchant quelque chose. Son père a rappliqué 4 à 4, et là j'ai compris que le médecin avait un dispositif d'alerte. Aucun d'eux n'a crié ni levé la main sur moi. Son père s'est contenté de commencer dans un silence glacial à vider ma chambre, les rares vêtements de la commode, la couverture supplémentaire, jusqu'au rideau de douche dans la salle de bain. Il a même décollé une partie du revêtement d'un pan de mur, laissant le béton à nu. Pendant ce temps, le docteur Wallace me regardait comme si je venais de commettre une grosse bêtise, l'air profondément déçu. Une fois tout enlevé, ils sont sortis sans un mot. Je n'avais plus rien, juste le sommier, le matelas mince, les toilettes et le mini-frigo. La pièce n'avait jamais autant ressemblé à une cellule. Je me suis assise sur le matelas nu, luttant contre les larmes, consciente que je restais sous surveillance. Soudain, un bruit de grésillement a retenti et la voix de sa mère s'est élevée, si présente que j'en ai sursauté. J'ai fini par apercevoir un petit haut-parleur dissimulé dans un coin, presque invisible contre le mur. Sa voix était empreinte d'une tristesse lasse. Elle me parlait comme à une adolescente en crise, disant que j'avais causé une grande déception et que mes privilèges me seraient rendus uniquement si je prouvais que j'étais digne de confiance. Elle a ajouté qu'il ne voulait que mon bien, celui du bébé, mais que, vu mon attitude, je ne prenais toujours pas la grossesse au sérieux. Le haut-parleur a grésillé puis s'est éteint. Me revoilà seule, sous l'œil de la caméra. 2 jours ont passé, rythmés par le silence et le passage furtif des plateaux. Puis j'ai entendu des pas dans l'escalier et j'ai vu mon petit ami de l'autre côté de la porte. À travers le hublot, j'ai reconnu ses yeux rouges, gonflés par les larmes. Il n'arrêtait pas de s'essuyer le visage. Il s'est assis devant la porte en silence, puis a fini par m'expliquer que ses parents parlèrent de me garder enfermée jusqu'à la naissance, voire même après. Il voulait m'en s'assurer que je m'attacherais au bébé et que je n'essaierais pas de fuir après l'accouchement. Je lui ai demandé comment il pouvait les laisser nous imposer ça, à moi et à notre enfant. Il s'est effondré en larmes, s'est caché le visage dans les mains et m'a confié qu'il avait peur de ses parents, de ce dont ils étaient capables s'il essayait de m'aider. Il m'a dit qu'ils avaient toujours tout contrôlé dans sa vie et celle de Gary. Il m'a même révélé que, quand Gary avait voulu partir avec Marilyn avant la naissance de leur fille, ses parents avaient menacé d'appeler la police pour enlèvement, assurant aux autorités que Gary et Marilyn étaient dangereux et instables, cherchant à leur retirer leur petite fille. Gary avait fini par céder, terrorisé à l'idée de perdre sa fille pour toujours. Je regardais mon petit ami pleurer, mais tout ce que j'éprouvais pour lui, c'était de la colère. Il n'était qu'un lâche, responsable de mon enfermement ici, et maintenant, il craquait parce qu'il avait peur. Pourtant, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Jetant un regard furtif autour de lui, comme s'il voulait s'assurer que personne n'était en train d'écouter, il a sorti un morceau de papier plié de sa poche et l'a discrètement glissé sous la porte. Il m'a soufflé que Marilyn passait parfois avec leur fille, et qu'elle pourrait peut-être m'aider, d'une manière ou d'une autre. Puis il s'est relevé à la hâte et s'est éclipsé, avant même que j'aie le temps de lui poser la moindre question. J'ai ramassé le papier, l'ai déplié, et découvert un numéro de téléphone accompagné d'un mot de sa main pour m'expliquer que c'était celui de Marilyn, et qu'elle savait, elle aussi, ce que je vivais. J'ai levé les yeux vers la caméra, redoutant que quelqu'un ait vu la scène. Si jamais il surveillait à ce moment précis, il fallait que je cache ce papier à un endroit où jamais il n'irait en chercher. Je l'ai replié aussi petit que possible et glissé dans mes sous-vêtements, le seul endroit où il n'avait encore jamais fouillé. 3 jours se sont écoulés sans que ses parents ne fassent la moindre allusion à la note. Peut-être qu'ils n'avaient rien vu. Peu après, j'ai entendu des voix d'enfants et de femmes à l'étage. Par le hublot de la porte, j'entendais des éclats de rire dans le jardin. L'enfant appelait maman et sa mère lui répondait, puis la grand-mère qui papillonnait autour d'eux, comme elle le faisait jadis avec moi, avec son ton exagérément réjoui. Plus tard dans la journée, des pas sont montés dans l'escalier, on a ouvert la porte. Une femme est entrée et j'ai tout de suite compris que c'était Marilyn. Elle semblait avoir 28 ou 30 ans, mais dans ses yeux fatigués, j'ai vu toute une vie de fatigue accumulée. Son visage, marqué de cernes, et ses épaules voûtées trahissaient la lassitude de quelqu'un qui portait un fardeau bien trop lourd. Un discret regard vers la caméra, puis vers moi, et dans ses traits se lisait la reddition, l'épuisement, la défaite de quelqu'un qui a lutté, en vain. Elle s'est assise près de moi sur le lit et, d'une voix douce, m'a confié que se battre ne servait à rien, sinon à rendre les choses plus difficiles. Si je me montrais docile et acceptais leurs règles, ils finiraient, dit-elle, par me laisser vivre à peu près comme avant, du moins autant que possible,
à l'image de ce qu'elle connaissait aujourd'hui. Je l'ai regardée fixement et lui ai demandé pourquoi elle ne s'enfuyait pas avec sa fille. Elle a baissé les yeux, puis m'a raconté que ses beaux-parents avaient pris soin, 2 ans durant, de convaincre tout le monde à l'église et dans le quartier qu'elle avait des troubles psychiatriques graves durant sa grossesse. Ils avaient raconté qu'elle avait fait des tentatives de suicide, qu'elle était instable et qu'ils l'avaient protégée jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Aujourd'hui, si elle essayait de fuir avec sa fille, il se servirait de cette histoire pour la faire passer pour une mère dangereuse devant le juge et ainsi perdre légalement la garde de son propre enfant. Elle m'a avoué avoir songé fuir des dizaines de fois, mais ce risque-là, elle ne l'assumerait jamais. Au moins, en acceptant ce quotidien, elle pouvait rester auprès de sa fille, même si cela signifiait vivre prisonnière. Je lui ai demandé comment elle avait tenu 2 ans dans cette pièce. Elle a baissé la tête, remonté lentement sa manche gauche, dévoilant une longue cicatrice, mal refermée, courant du poignet au milieu de l'avant-bras. Elle m'a expliqué qu'elle avait tenté de s'évader à 2 reprises. La première, il l'avait rattrapée en haut de l'escalier du sous-sol. Son père l'avait traînée en bas, et ensuite ils avaient doublé la serrure et supprimé l'angle mort de la caméra. La deuxième fois, elle était sur le point d'atteindre le jardin quand son père l'a saisie par derrière. Elle était enceinte de 6 mois, et en tombant, elle avait essayé de protéger son ventre en se réceptionnant du bras. Son père lui avait tordu le bras dans le dos, si fort qu'elle avait senti son os craquer. Elle hurlait qu'elle s'inquiétait pour le bébé, mais pour toute réponse, il lui avait dit qu'il faisait ça pour la protéger d'elle-même. Il ne l'avait même pas conduite à l'hôpital par peur des questions. C'est le docteur Wallace qui était venu remettre son bras en place à la cave et qui surveillait le plâtre régulièrement. À partir de là, elle avait compris qu'il valait mieux obéir si elle voulait survivre, parce qu'ils étaient prêts à tout du moment que le bébé, lui, ne risquait rien. Elle a reboutonné sa manche et j'ai vu ses mains trembler. Avant de partir, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré que ma seule vraie chance reposait sur quelqu'un dehors, un proche qui finirait par s'inquiéter et vouloir en savoir plus. Elle m'a averti qu'une fois prise dans leur système, il devenait presque impossible de s'en sortir, tant ils possédaient d'alliés et de faux récits partout autour d'eux. Cela faisait des années qu'ils tissaient des liens à l'église et dans le quartier, si bien que tout le monde était convaincu de leur image de grands-parents modèles, incapables de la moindre violence. Marilyn m'a serré la main, les yeux embués de larmes, s'excusant de ne pas pouvoir en faire davantage. Si elle tentait une chose de plus, il s'en prendrait à sa fille, et ça, elle ne pouvait pas le supporter. Enfin, elle s'est levée, a tapé 2 fois à la porte, et quand son père lui a ouvert, elle est partie retrouver sa petite sans se retourner. Les jours ont passé après sa visite, et j'ai commencé à remarquer chez moi les premiers signes du 2e trimestre. Les nausées du matin prenaient de l'ampleur. J'étais si épuisée que j'avais du mal à garder les yeux ouverts entre les repas. Mon ventre s'arrondissait visiblement. Il n'était plus possible de cacher ma grossesse, même si j'en avais eu l'intention. Le docteur Wallace est venu pour sa visite hebdomadaire. Il a passé plus de temps que d'habitude avec l'échographe, pris des mesures, noté des informations. Il paraissait satisfait et, depuis l'embrasure de la porte, il a informé les parents que le bébé se développait parfaitement. Sa mère a applaudi de joie avant de descendre voir l'écran, en gazouillant devant la petite silhouette que tout était parfait, pendant que son père, en haut de l'escalier, observait la scène et hochait la tête gravement. Le médecin a ensuite rangé son matériel, leur rappelant l'importance de respecter à la lettre le plan nutritionnel, surtout maintenant que le 2e trimestre était crucial pour le développement du cerveau de l'enfant. Quand tout le monde est enfin parti, je me suis allongée sur le lit et pour la toute première fois, j'ai senti le bébé bouger. C'était un frémissement minuscule qui m'a bouleversée au point d'en pleurer. J'aurais dû être envahie de bonheur, mais à la place, je me retrouvais enfermée dans un sous-sol. Quelques jours plus tard, sa mère, manifestement de mauvaise humeur, m'a apporté mon déjeuner. Elle a posé le plateau un peu trop violemment et a maugréé « Cette femme du travail n'arrête pas de m'appeler sur mon portable ». D'après elle, Kira m'avait appelé 6 fois rien que la veille et déjà 2 fois ce matin, en laissant des messages pour demander où j'étais, si j'allais bien. Ça m'a donné une lueur d'espoir. Quelqu'un cherchait à savoir la vérité, refusait de gober leur histoire. Sa mère a vu que j'avais repris un peu d'espoir. Son visage s'est fermé. « Ne t'imagine rien, on a déjà prévenu ton boulot. Ils pensent tous que tu es en arrêt maladie. » Mais au fond de sa colère, j'ai senti passer une pointe d'inquiétude. J'ai compris que Kira commençait à leur compliquer la vie. Sa mère est partie rapidement, a claqué la porte derrière elle. J'ai entendu ses pas grimper l'escalier bien plus vite qu'à l'accoutumée. La semaine suivante, j'ai réussi à grappiller de nouveaux détails du monde extérieur. Un matin, sa mère est arrivée dans le sous-sol, un peu plus bavarde, sûrement pour se convaincre elle-même que tout allait bien. Elle m'a raconté que ses parents avaient appelé mon travail pour leur expliquer que j'avais dû partir précipitamment à cause d'une urgence familiale. Mon compagnon s'était même chargé, sous pression, d'envoyer des mails en mon nom pour dire que j'avais besoin de temps et que je donnerais des nouvelles dès que possible. Mais apparemment,
Kira ne se satisfaisait pas de ces explications, car elle avait aussi contacté le gardien de mon immeuble. En riant, sa mère a lâché. Il y en a qui ne savent vraiment pas rester à leur place. Elle m'a expliqué que Kira était allée jusqu'à joindre mes contacts d'urgence pour tenter de me retrouver. Je lui ai demandé qui c'était. Elle a répondu « Ta tante qui vit à l'autre bout du pays et ton ancienne coloc d'université, elles ne t'ont pas vue depuis des mois, donc elles n'ont rien pu dire à Kira. » Sa mère semblait fière d'elle, mais je la surprenais à consulter son téléphone sans arrêt, comme si elle attendait de mauvaises nouvelles. Ce même après-midi, son père est sorti, ce qui était inhabituel parce qu'il restait d'ordinaire à la maison pour me surveiller à distance via les caméras. J'ai entendu sa mère téléphoner, sa voix portait jusqu'à la petite fenêtre du sous-sol. Elle prenait son ton le plus chaleureux et naturel, le même que celui des premiers jours, pour expliquer à son interlocuteur que je séjournais ici à cause d'une grossesse un peu compliquée et qu'il me fallait surtout de l'intimité. Elle a ri à une remarque, puis a assuré qu'on prenait grand soin de moi et que je reprendrais contact avec tout le monde quand je me sentirais prête. La conversation a duré près de 10 minutes. Et tout du long, elle était si convaincante qu'on aurait pu la croire sans la moindre hésitation. Jamais on n'aurait imaginé que je me trouvais enfermée contre ma volonté. Les jours suivants, la tension ne cessait de monter dans la maison. Je ne captais que des brides de conversation à travers la fenêtre ou les murs, mais j'entendais bien que les disputes devenaient plus fréquentes, et j'ai plusieurs fois surpris ses parents en pleine engueulade, qui s'arrêtaient net dès que la porte claquait. Sa mère passait son temps au téléphone, avec une nervosité qu'elle ne cherchait plus à cacher. Son père, de son côté, avait pris l'habitude de sortir à des heures bizarres, même la nuit ou à l'aube. On aurait dit qu'un événement extérieur commençait à vraiment les tracasser, et je passais mes journées à essayer d'imaginer de quoi il pouvait s'agir. Les repas continuaient à être servis 3 fois par jour, le docteur Wallace venait à la même fréquence, mais tout le monde semblait ailleurs, préoccupé. Un après-midi, j'ai entendu ses parents se disputer en cuisine, juste au-dessus de ma tête. C'était bien plus violent que d'habitude. Son père a parlé de Samuel, et sa mère a crié « Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce voisin fouineur ?» Il lui a appris que Samuel avait manifestement signalé ma disparition après que Kira l'a contacté pour savoir s'il m'avait vu. Samuel, ce voisin que je ne connaissais qu'à peine, juste quelques bonjours dans le couloir, avait remarqué mon absence et eu la décence d'alerter. Sa mère était furieuse. Elle disait qu'il fallait décider s'il était plus judicieux de me déplacer ou de continuer à faire croire que je restais ici de mon plein gré. Mais son père trouvait que c'était bien trop risqué, que ça attirerait l'attention. Leur engueulade a tourné autour de la manière de gérer une éventuelle intervention de la police. Sa mère était persuadée qu'il saurait s'en sortir, comme il l'avait fait autrefois avec Marilyn. À l'époque, personne n'a rien deviné. Pourquoi ça changerait ? 2 jours plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant la maison et, juste après, la voix d'une femme inconnue à l'entrée. Elle demandait quand on m'avait vue pour la dernière fois, si je logeais toujours ici. Sa mère lui a répondu sur le ton le plus rassurant, disant que j'étais passée il y a quelques semaines pour une courte visite avant de repartir chez de la famille. L'autre lui a demandé précisément où, dans quelle ville, et sa mère a donné des noms, inventant une ville à 4 heures d'ici, dans la direction opposée à mon vrai domicile. Elle était tellement posée et persuasive que j'aurais juré que la visiteuse la croyait. Celle-ci a posé encore 2 ou 3 questions, à savoir si j'avais l'air chamboulée ou fragile, et sa mère a répondu « Oh, elle était un peu à fleur de peau, mais c'est très courant avec les hormones. » La visiteuse l'a remerciée, et j'ai entendu la voiture qui repartait. À cet instant, j'ai compris que c'était sûrement ma seule chance. Alors j'ai crié aussi fort que j'ai pu, j'ai hurlé que j'étais enfermée, qu'on me retenait ici contre mon gré, qu'il fallait me venir en aide. Je criais jusqu'à m'en déchirer la gorge, jusqu'à perdre la voix, mais le sous-sol était parfaitement insonorisé et elle était déjà loin. En entendant mes cris, j'ai perçu des pas précipités dans l'escalier. Son père a surgi, le visage cramoisi de rage, un rouleau d'adhésif à la main. Il a traversé la pièce en 3 pas rapides et m'a plaqué le ruban sur la bouche avant même que j'aie le temps de réagir. Il s'est penché tout près de moi et m'a soufflé « Si tu recommences, on te bourrera de calmants jusqu'à la fin de ta grossesse. » Il a précisé qu'ils avaient suffisamment de médicaments pour me garder dans les vapes pendant des mois si nécessaire, que le bébé n'en souffrirait pas, mais que moi, je me réveillerais après l'accouchement sans me souvenir de rien. Sa main maintenait le ruban sur mes lèvres. Je sentais son souffle tiède et je voyais battre les veines dans son cou. Il m'a affirmé que la détective ne reviendrait pas. Sa mère s'était montrée très persuasive et il n'existait aucune preuve de ma présence ici. Puis il a tourné les talons, verrouillé la porte derrière lui et m'a laissé, le ruban sur la bouche et les larmes qui dévalaient mes joues. Après ça, je n'ai plus émis un son, le cœur battant encore à tout rompre, la gorge brûlante et la bouche recouverte d'adhésif qui irritaient ma peau et me laissaient un goût de solvant sur les lèvres. Les heures s'étiraient pendant que j'entendais leurs pas à l'étage, les bruits familiers d'une maison où, en apparence, rien d'anormal ne se passe. Sauf qu'en bas, j'étais enfermée. Finalement, sa mère est descendue et,
sans prévenir, a arraché le ruban. La douleur m'a arraché les larmes, mais pas un cri n'est sorti. Elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit de boire doucement, que la déshydratation n'était pas bonne pour le bébé. J'ai accepté l'eau, la gorge en feu après avoir hurlé. Elle m'a regardé fixement pendant que je buvais, puis a repris la bouteille vide et s'est éclipsée, sans ajouter un mot. Les 2 jours suivants se sont déroulés exactement de la même façon. La même routine implacable. Des repas déposés dans la trappe 3 fois par jour, la caméra braquée sur moi, aucun contact, à peine des pas feutrés au-dessus de ma tête. Jusqu'au 3e matin, où j'ai entendu une voiture se garer devant la maison et une voix de femme à la porte, j'ai tout de suite reconnu la détective, à sa manière de parler, même sans comprendre ce qu'elle disait. La mère a ouvert, mais cette fois, son ton n'avait plus rien de maîtrisé. Sa voix était plus aiguë, plus nerveuse. La détective l'a pressée de questions, et j'ai entendu la mère évoquer le sous-sol, arguant qu'il venait d'être refait et qu'il valait mieux ne pas y descendre, que c'était dangereux. Mais la détective ne lâchait rien, et les excuses de la mère sonnaient de plus en plus faux. Sa voix se tendait à chaque échange. Elles ont fini par s'emporter l'une contre l'autre, jusqu'à ce que j'entende la portière claquer et la voiture repartir. Mais cette fois, je le sentais, quelque chose avait changé. La détective ne l'avait pas cru. Après leur départ, je suis restée assise par terre, à me dire que c'était peut-être ma dernière chance avant qu'ils ne me déplacent. Il fallait absolument que je laisse une trace de mon passage, au cas où quelqu'un viendrait fouiller ce lieu. Je suis allée dans la salle de bain, et je me suis accroupie derrière les toilettes, à l'endroit où j'avais trouvé le message gravé de Marilyn. J'avais les ongles déjà bien abîmés, mais j'ai choisi le moins cassé et j'ai commencé à gratter la peinture sur le béton. Les écailles tombaient, révélant la surface rêche en dessous. J'ai mis toute mon énergie pour tracer, ongle après ongle, malgré la douleur qui me montait aux doigts. Ils se sont ouverts et le sang perlait, mais j'ai continué. D'abord mon prénom et mon nom en entier, puis la date, autant que je m'en souvenais, et finalement, enfermée, aidez-moi, enceinte, en lettres capitales. Mon ongle a cédé en plein milieu d'un mot et la douleur est remontée jusqu'à l'articulation, mais j'ai enchaîné avec l'autre main. Il m'a fallu près d'1 heure pour que ce soit lisible. À la fin, mes doigts saignaient, tremblaient, mais j'avais laissé ma marque, là, juste à côté de celle de Marilyn. 2 femmes, 2 témoignages espacés de plusieurs années. Cette nuit-là, des cris éclataient à l'étage, plus forts que d'habitude. Les parents se disputaient et quelques mots filtraient à travers le plafond. Le père, furieux, martelait qu'il fallait régler le problème une bonne fois pour toutes. Sa mère, en larmes, protestait qu'elle ne supporterait pas de recommencer. J'ai reconnu la voix de mon copain. Il hurlait que cette fois, c'était différent, qu'ils avaient promis qu'il n'y aurait pas de blessés. Ces mots, encore, et cette fois, se sont gravés dans ma tête. Avant Marilyn, il y avait déjà eu d'autres femmes, qui n'avaient pas survécu à ce que cette famille leur avait fait subir. J'ai senti mes mains devenir glacées et me suis reculée au loin. Les cris ont duré encore 1 heure. Puis, enfin, le silence est retombé sur la maison. Le lendemain matin, j'ai entendu le verrou sauter plus tôt qu'à l'accoutumée. Sa mère est descendue, méconnaissable, les traits tirés, les gestes brusques. Son père la suivait, tenant quelque chose dans la main. La mère, une seringue à la main, fuyait mon regard. Elle a bredouillé qu'ils allaient de m'injecter un truc pour dormir, puis qu'ils me déplaceraient dans un endroit plus sûr pour moi. Sa voix tremblait. Son père s'est campé devant la porte. Et là, j'ai vu la seringue de près, énorme, remplie d'un liquide transparent. J'ai compris qu'en me piquant et en me déplaçant, il faisait disparaître toute trace de moi. Ce n'était pas pour mon bien, c'était pour que je disparaisse à jamais. J'ai réagi sans réfléchir. Le père a avancé, je lui ai envoyé un coup de pied en plein genou. Il s'est effondré en criant, et sa mère a aussitôt foncé sur moi, la seringue brandie. Je lui ai attrapé le poignet des 2 mains, et je l'ai mordu de toutes mes forces. Elle a poussé un cri, et a laissé tomber la seringue qui s'est brisée sur le sol. Le liquide s'est répandu sur le béton, le père essayait déjà de se relever. La mère serrait sa main sanguinolente. Le père, furibond, s'est précipité et m'a giflé de toutes ses forces. J'ai volé sur le côté, la tête heurtant violemment le cadre métallique du lit. Une douleur fulgurante m'a traversé le crâne. Ma vision s'est brouillée. J'ai senti le goût du sang dans ma bouche et j'avais la tête qui tournait, mais je suis restée consciente. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'ai perçu du bruit à l'étage. Des portières qui claquent, des voix, des coups frappés sur la porte d'entrée. Le père s'est figé, la mère a blêmi. Une voix de femme a crié que c'était la police et qu'ils avaient un mandat pour fouiller la maison. C'était la détective. Elle était revenue. Les parents se sont échangés un regard paniqué et le père a filé vers l'escalier. La mère, tremblante, essayait de ramasser à la hâte les morceaux de la seringue, tout en jetant des regards apeurés à la blessure qui saignait sur mon visage, là où ma tête avait frappé le lit. Elle m'a saisi les épaules, la voix tremblante de panique, et m'a supplié d'affirmer que j'étais venue de mon plein gré, qu'il ne faisait que m'aider à traverser une grossesse difficile, que tout allait pour le mieux. À l'étage, j'entendais la détective insister pour visiter le sous-sol, tandis que la voix du père s'élevait,
tentant de lui expliquer que le mandat ne couvrait pas cette partie de la maison. Il y a eu de l'agitation, un bruit de casse, puis des pas précipités dans l'escalier du sous-sol. Plusieurs personnes sont descendues en courant. Sa mère s'acharnait encore à frotter le sang sur le sol avec sa manche. J'ai entendu la serrure tourner, la porte s'est ouverte et la détective Herrera est apparue sur le seuil, accompagnée de 2 policiers. D'un rapide coup d'œil, elle a balayé la pièce. La caméra dans l'angle, le cadenas dehors, les barreaux à la fenêtre, le matériel médical, le sang sur mon visage et par terre. Mon visage devait trahir tout ce que je ressentais, car elle ne m'a posé aucune question, mais a immédiatement sorti sa radio pour demander une équipe médicale. Sa mère s'est mise à parler sans reprendre son souffle, cherchant à se justifier, mais la détective l'a coupé net. « Vous êtes en état d'arrestation. » L'un des policiers a sorti les menottes. La mère s'est effondrée en larmes, répétant qu'il voulait juste protéger le bébé. Le père, lui, a tenté de s'enfuir. J'ai entendu des cris à l'étage, une porte qui claque, et par la petite fenêtre, je l'ai vu courir à travers le jardin, mais 2 policiers l'ont rapidement plaqué au sol et menotté malgré sa résistance. Mon petit ami a été retrouvé caché dans sa voiture, au garage. Ils l'ont sorti de force et arrêté lui aussi. On les a tous embarqués, chacun dans une voiture de police, pendant que je restais assise sur le sol de la cave, encore sonnée, incapable de croire que tout cela était réel, que quelqu'un m'avait retrouvé, que j'allais enfin sortir. Les ambulanciers sont descendus juste derrière la détective, et j'étais toujours là, à l'endroit exact où ses parents m'avaient laissé, le corps secoué de tremblements que je n'arrivais pas à arrêter. L'un d'eux s'est agenouillé près de moi pour me demander où j'avais mal, depuis combien de temps j'étais enceinte. J'essayais de répondre, mais mes dents claquaient sans que je puisse contrôler les mots qui sortaient. L'autre ambulancier a ouvert un grand sac et sorti du matériel, tandis que le premier continuait à me parler avec douceur pour me rassurer. Ils ont examiné la blessure à ma tête, là où j'avais heurté le cadre du lit, nettoyé le sang sur mon visage avec de la gaze qui piquait un peu. L'un a pris un moniteur cardiaque fœtal pour vérifier le bébé, me demandant si j'étais d'accord. J'ai hoché la tête, relevé mon t-shirt, et le gel froid m'a fait sursauter. Mais entendre le cœur du bébé, rapide et fort à travers le haut-parleur, a fait naître un sourire chez l'ambulancier. Il m'a assuré que le bébé allait bien et que j'étais désormais en sécurité. Ils m'ont enveloppée dans une couverture, même si je n'avais pas froid, puis m'ont aidé à me lever. Mes jambes tremblaient tellement que l'un d'eux a dû me soutenir pour gravir les marches. À l'étage, la maison paraissait totalement transformée, envahie de policiers qui prenaient des photos et notaient tout. La détective Herrera parlait à la radio, demandant du renfort et l'arrivée de la police technique. Après m'avoir installée dans l'ambulance, un ambulancier est resté avec moi, m'observant régulièrement, vérifiant ma tension et me demandant si j'avais mal ou la tête qui tournait. Le trajet a semblé interminable, mais il m'a promis qu'on se dirigeait vers l'hôpital et qu'on allait tout vérifier pour le bébé et moi. Les urgences étaient baignées de lumière, animées de personnel qui courait dans tous les sens. Une infirmière m'a accueillie dans une chambre, aidée à enfiler une blouse, très délicate en touchant mon bras, me proposant de quoi calmer la douleur. Plusieurs personnes se sont succédées pour m'examiner. Un médecin a regardé ma blessure à la tête et évoqué une possible commotion. Une autre infirmière a pris ma tension, ma température. Ils m'ont demandé de raconter ce que j'avais vécu. Je me suis lancée puis, d'un coup, je me suis effondrée en larmes. L'infirmière m'a tendu des mouchoirs, m'a frotté doucement le dos pendant que j'essayais d'expliquer que j'avais été enfermée des semaines dans la cave. Elle a tout noté pour le dossier, assurant qu'il consignerait chaque blessure pour la police. Une échographie m'a permis de voir le bébé bouger à l'écran. La médecin m'a dit que tout était normal, que la croissance se faisait bien pour le terme. Elle a imprimé des images et me les a remises. Après l'échographie, une assistante sociale est venue se présenter, s'installant près de mon lit. Elle m'a expliqué qu'elle aidait les personnes ayant traversé des situations difficiles, m'a demandé si j'avais de la famille, des amis ou un endroit sûr où aller après l'hôpital. Je lui ai parlé de Kira, du travail. Elle a noté toutes les informations, puis m'a détaillé la suite de l'enquête de police, des poursuites à venir. Elle m'a remis des numéros d'assistance psychologique et d'association d'aide aux victimes. Quelques heures plus tard, la détective Herrera est revenue avec un dictaphone et son carnet. Elle a tiré une chaise, me demandant si je me sentais assez en forme pour raconter ce qui s'était passé. J'ai accepté, parce que je voulais que tout soit clair, avant que sa famille ne cherche à réinventer l'histoire. Elle a enclenché l'enregistreur et j'ai tout repris depuis le tout début. Mon arrivée chez eux, notre première rencontre, l'emprisonnement à la cave, l'impossibilité de sortir. J'ai décrit le matériel médical, la caméra, les serrures extérieures. J'ai raconté les examens forcés du docteur Wallace, le père qui me maintenait, tout ce que la mère avait dit sur Marilyn, 5 ans plus tôt, et les marques retrouvées sur le mur, traces d'histoires encore plus anciennes. La détective m'a posé 1000 questions. Les dates, les heures, la disposition précise de la pièce, le moindre mot et le moindre geste de chacun. J'ai même parlé du message que j'avais gratté derrière les toilettes. Elle a tout noté.
Elle m'a posé des questions sur Marilyn, sur ce que sa mère avait pu dire à son sujet, et j'ai répété qu'au début, elle s'était débattue avant de finir par comprendre. Le visage de la détective s'est fermé en entendant ça. Elle a noté qu'il faudrait absolument retrouver Marilyn et lui parler. J'ai expliqué que, d'après le nombre de marques que j'avais pu relever, il devait y avoir eu d'autres femmes avant elle. Elle m'a assuré qu'il fouillait à la maison de fond en comble et qu'il récupérerait tout ce qui pouvait servir de preuve. L'interrogatoire a duré près de 2 heures. À la fin, ma voix était complètement cassée à force de tout raconter. Pendant que j'étais encore à l'hôpital, la police a appelé la détective Herrera pour lui faire part de ce qu'ils venaient de découvrir. Elle est revenue aussitôt dans ma chambre et m'a annoncé qu'ils avaient retrouvé mon message, exactement là où je l'avais signalé. Ils avaient aussi trouvé le prénom Marilyn, gravé au même endroit, avec des dates qui correspondaient à ce que sa mère avait dit pour il y a 5 ans. Les experts de la police scientifique ont soulevé des lattes dans la cave et mis au jour des objets cachés dessous. Il y avait des dossiers médicaux au nom d'au moins 2 autres femmes, certains vieux de presque 20 ans. Ils sont également tombés sur des photos et des papiers gardés par ses parents, sans doute pour garder une trace sinistre de ce qu'ils avaient fait. La détective a expliqué que l'affaire prenait de l'ampleur. Il semblait que cette famille avait agi ainsi pendant des décennies. Elle m'a demandé si je me souvenais de quoi que ce soit qui pourrait les aider à retrouver d'autres victimes ou à comprendre leur histoire. Je lui ai alors parlé de la discussion que j'avais surprise entre les parents à propos de régler les problèmes définitivement, de la mère en pleurs qui disait qu'elle ne pouvait plus continuer. La détective a tout noté soigneusement et m'a promis qu'ils allaient fouiller la propriété jusque dans les moindres recoins, jardins et dépendances compris. Elle a précisé que de nouveaux enquêteurs étaient mobilisés sur l'affaire et qu'ils examinaient tous les signalements de disparition dans la région depuis 30 ans. Le lendemain, Marilyn a été convoquée pour être interrogée. J'en ai eu des nouvelles ensuite par la détective Herrera, qui est venue me tenir informée. Marilyn avait fini par craquer, avouant toute la vérité sur sa séquestration. Elle a raconté avoir été enfermée dans la même pièce du sous-sol pendant 2 ans entiers. D'abord enceinte, puis après la naissance de sa fille. Tout était contrôlé à la minute. Ce qu'elle mangeait, ses heures de sommeil, la façon dont elle devait s'occuper du bébé. À l'église, ses parents avaient réussi à convaincre tout le monde qu'elle avait de graves problèmes et avait besoin d'aide. Elle n'osait pas dire la vérité, de peur de perdre son enfant, car les parents du père avaient passé des années à bâtir l'image d'une femme instable. La détective l'a rassurée en lui disant qu'elle était considérée comme victime et qu'aucune charge ne serait retenue contre elle. Marilyn a ensuite donné plein de précisions sur les habitudes et les règles imposées par ses parents. Elle a aussi confirmé le rôle du Dr Wallace, qui avait participé à sa rétention en pratiquant des examens médicaux et en aidant à surveiller la grossesse. Elle a ajouté que Gary, au courant, était trop terrorisé par ses parents pour intervenir. La détective m'a assuré que Marilyn allait avoir un avocat dédié et bénéficier d'un accompagnement psychologique pour l'aider à décider quoi faire pour la suite. Gary a d'ailleurs été arrêté la même semaine que ses parents, même si les accusations portées contre lui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Le procureur le tenait pour complice de la séquestration de Marilyn, sachant ce qui se passait, sans jamais avoir rien fait pour l'empêcher. Son avocat plaidait qu'il avait lui-même été sous l'emprise de ses parents toute sa vie. Le parquet préparait un dossier solide contre toute la famille pour enlèvement, séquestration, violence et association de malfaiteurs. Les peines encourues pour les parents étaient pas particulièrement lourdes, car ils étaient accusés d'avoir planifié et exécuté plusieurs enlèvements sur de nombreuses années. Mon petit ami risquait gros lui aussi, étant impliqué dans l'organisation de mon propre enlèvement et m'ayant retenu captive. La procureure en charge m'a elle-même appelé pour m'expliquer les chefs d'accusation et la procédure à venir. Elle a précisé que les parents risquaient entre 20 et 30 ans de prison, chacun en cas de condamnation sur tous les points, tandis que mon petit ami pouvait prendre entre 10 et 15 ans, selon son degré de coopération avec la justice. Pour Gary, il était question d'une peine réduite s'il acceptait de témoigner contre ses parents et d'aider l'enquête. La licence médicale du Dr Wallace avait été suspendue immédiatement et il faisait l'objet de poursuites pénales pour examens médicaux forcés et complicité dans le complot. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, on m'a transféré dans un foyer sécurisé sur recommandation de la détective Herrera, qui craignait que la famille n'ait des appuis à l'église susceptibles de m'intimider ou de compliquer l'enquête. Le foyer se trouvait dans un quartier tranquille, loin de mon ancien logement, où personne n'aurait eu l'idée de me chercher. Une intervenante spécialisée m'accompagnait chaque jour, m'aidant à trouver des vêtements ou des affaires de première nécessité, car je n'avais plus rien du tout de mon appartement. Kira, dès qu'elle a su où j'étais, est venue me voir. Elle a fondu en larmes en arrivant et m'a prise longuement dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle avait tout de suite trouvé étrange que mes mails ne me ressemblent plus du tout. Elle avait essayé de m'appeler sans répit, commençait à se méfier à chaque excuse bizarre de mon petit ami. Elle avait alerté ma résidence, contacté tous mes proches et même interrogé mes voisins en passant à mon appartement pour savoir si quelqu'un m'avait vu.
Kira m'a apporté quelques affaires récupérées grâce à la police, qui avait dû insister auprès de mon petit ami pour accéder à mon logement. Elle est restée des heures avec moi, à m'écouter vider mon sac. Samuel, mon voisin d'immeuble, est celui qui a signalé ma disparition et permis à la détective Herrera de reprendre l'enquête. Il avait raconté à la police que le lendemain de ma disparition, il avait vu mon petit ami charger mes affaires dans ma voiture et partir avec. Suspicion renforcée, en sachant que je n'avais jamais parlé de déménagement. Lors de la visite de Kira, Samuel a fait le lien et a prévenu la police. Son témoignage a été indispensable pour prouver que mon enlèvement était prémédité et non un simple coup de tête. Les policiers avaient retrouvé ma voiture dans un garage appartenant aux parents de mon petit ami, avec toutes mes affaires volées dans l'appartement à l'intérieur. Il avait tout vidé pour faire croire à un départ volontaire de ma part. Il répondait à mon téléphone, envoyait des mails depuis mes comptes, pour faire illusion et donner l'impression que tout allait bien. Toutes ces preuves servaient à monter le dossier du procureur et à démontrer qu'il s'agissait bien d'un enlèvement prémédité, et non d'une famille essayant simplement d'aider une personne fragile, comme ses parents le prétendaient. La procureure prenait soin de me tenir régulièrement informée à mesure que l'enquête avançait, semaine après semaine. Elle m'a expliqué que ses parents risquaient chacun entre 20 et 30 ans de prison pour enlèvement, séquestration en bande organisée et violences aggravées. Mon petit ami encourait quant à lui 10 à 15 ans de réclusion pour son implication dans l'organisation et l'exécution de mon enlèvement. Gary, en revanche, pouvait espérer une peine allégée, autour de 5 à 8 ans, à condition de collaborer entièrement et de témoigner contre ses parents. Le Dr Wallace aussi était poursuivi pénalement, et l'Ordre des médecins engageait des démarches pour lui retirer définitivement le droit d'exercer. La procureure m'a précisé qu'il rouvrait les anciens dossiers, afin d'identifier les autres femmes qui avaient pu être retenues captives dans ce sous-sol. Elle m'a prévenu que le procès prendrait du temps, sans doute plus d'1 an, et qu'il faudrait que je témoigne sur ce que j'avais subi. Elle m'a mise en contact avec une intervenante qui m'accompagnerait durant toute la procédure et m'aiderait à comprendre chaque étape. Il a ensuite fallu que je prenne une décision à propos de ma grossesse, et il m'a fallu plusieurs semaines d'accompagnement psychologique avant de me sentir capable de choisir. La psychologue qui m'a suivie m'a aidé à dénouer tous les nœuds de colère, de tristesse et de doute que je ressentais face au fait de porter un enfant dans un contexte aussi traumatisant. Une partie de moi voulait interrompre la grossesse pour essayer d'effacer ce cauchemar, mais une autre refusait de faire payer au bébé les actes de sa famille. Après de longues discussions avec la thérapeute et beaucoup de réflexions, j'ai décidé de mener ma grossesse à terme, cette fois avec un vrai suivi médical et du soutien autour de moi. Je voulais reprendre la main sur ce que je vivais et traverser cette épreuve à ma façon, bien entourée, et là où je pouvais enfin me sentir en sécurité. Grâce au programme d'aide aux victimes, j'ai pu trouver un obstétricien spécialisé dans l'accompagnement des patientes ayant vécu des traumatismes. J'ai commencé à aller à des consultations régulières où je pouvais poser toutes mes questions et faire mes propres choix pour mes soins. Cela n'avait plus aucun rapport avec les examens brutaux subis dans la cave et petit à petit, j'ai eu l'impression de reprendre possession de mon corps et de ma grossesse, loin de l'emprise de sa famille. 4 mois plus tard, je vivais dans un petit appartement, à des centaines de kilomètres d'ici, sous une nouvelle identité. Le programme d'aide m'a aussi aidé à déménager et à repartir de zéro, en me fournissant ce dont j'avais besoin. Je voyais une psychologue 2 fois par semaine, une femme habituée à soutenir des personnes ayant traversé les pires épreuves. Elle m'a permis de mettre des mots sur ce que j'avais vécu, sans que cela ne m'écrase. Kira est venue s'installer dans la même ville 2 mois après moi, disant qu'elle ne supportait pas de me savoir seule, alors que j'avais besoin d'aide. Elle venait presque tous les jours pour préparer l'arrivée du bébé. On a choisi le berceau ensemble, elle m'a aidé à le monter dans la chambre, elle a sélectionné des petits vêtements et s'assuré que tout figurait bien sur la liste du médecin. L'obstétricien que je voyais désormais répondait à toutes mes questions et ne me touchait jamais sans m'avoir demandé la permission. Chaque rendez-vous était différent, car je savais maintenant que je pouvais partir à tout moment. Le bébé est arrivé un mardi matin, après 7 mois de liberté. Les contractions ont commencé à la maison et Kira m'a accompagnée à l'hôpital. Les infirmières étaient adorables, toujours à l'écoute, et elles me laissaient choisir pour tout ce qui concernait mon accouchement. Quand on a posé ma fille contre moi pour la première fois, j'ai regardé la porte de la chambre, restée ouverte. Je savais que je pouvais la franchir à chaque instant. Plus personne ne pouvait m'en empêcher, ni m'enfermer. Le bébé était en parfaite santé. J'avais encore le poids de tout ce que j'avais traversé. Mais je sentais aussi naître en moi, tout doucement, un nouvel espoir. Le procureur m'a appelé 2 jours plus tard pour me donner des nouvelles du procès. Les procédures allaient durer des années. Ses parents pourraient passer des décennies derrière les barreaux. Mon ex-compagnon irait aussi en prison pour longtemps. Mais de mon côté, je construisais une nouvelle vie, dans laquelle chaque décision concernant mon corps, mon bébé et mon avenir m'appartenait à nouveau. Pour le moment, c'était tout ce dont j'avais besoin. Et voilà, l'histoire s'arrête là. J'aime bien quand les histoires glissent au passage quelques leçons qu'on peut vraiment utiliser. Si celle-ci t'a fait réfléchir, alors elle a rempli sa mission.